Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quand on en donne à certains, ils ne savent pas en quoi en faire. Et par contre, quand on en donne à d'autres, quand d'autres en possèdent, cela devient un art de vivre, un état de bonheur constant. Je parle de la liberté, évidemment, mais attention, pour y accéder, il y a des conditions, et celles-ci se trouvent évidemment dans la démocratie que l'on vous propose. C'est le Conseil national de transition français, canal historique et la démocratie. Nous êtes directement inspiré de l'Athènes antique. C'est important d'avoir de bonnes bases. Et justement, de bonnes bases, nous en avons, grâce à Yota qui est présente avec nous. Bonsoir Yota, bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Soyez les bienvenus. Allô. Oui, on vous écoute. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à tous. Évidemment, on est très joyeux, c'est l'été. On va parler des Jeux Olympiques. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire et pas forcément que les choses superficielles qu'on nous montre à la télé et sur lesquelles on discute. Et puis, voilà, on voudrait entamer en disant que Madame la personne qui est ministre des Sports aujourd'hui en France est, d'après le journaliste qui l'interviewait ce matin sur une radio périphérique, elle est ministre démissionnaire. Alors elle n'a pas du tout contré ce que lui disait le journaliste, elle a laissé dire. Donc on en conclut qu'aujourd'hui nous sommes dirigés par des ministres démissionnaires. On ne sait pas encore exactement pour combien de temps. Moi je croyais que pour être démissionnaire il fallait donner sa démission et t'en aller. Alors là, non, pas du tout. Elle est pas simplement sortante, elle est vraiment démissionnaire, mais pas démissionnée, quoi. Donc c'est des statuts glissants avec des termes qui sont de plus en plus difficiles à comprendre, à admettre, et avec lesquels on a de plus en plus de mal à avoir des repères. Voilà, ça c'est juste pour dire des choses un petit peu avec le sourire, mais les dire quand même. Et puis je voudrais passer la parole à notre ami Bruno, qui aujourd'hui est en binôme avec moi. Et qui a des choses à dire, je crois, également. Bon, ça va être très court, Philippe. Moi, je vais m'adresser à nos chers concitoyens et nos chers contribuables. Comme vous le savez, Anne Hidalgo a fait dépenser 1,5 milliard d'euros de nos contribuables pour dépolluer, soi-disant, la Seine. Mais alors, le problème, c'est qu'elle s'est baignée dans la Seine, puis depuis, bizarrement, la Seine est à nouveau polluée. Donc, 1,5 milliard d'euros disparus dans la nature. Merci. Et bravo pour les contribuables qui ont voulu donner avec joie et avec gaieté cet argent. Bravo. Alors, est-ce que tu as des choses à nous montrer, Sylvain ? Oui, absolument. L'actualité en image, on va regarder ça. C'est un monsieur qui va nous expliquer un petit peu comme le Bruno nous le fait dans les émissions, comment se passe l'économie en France. Et c'est un fait. Je vais te dire quelque chose que très très peu de gens savent. Sur le moment où l'argent est créé, sais-tu comment se crée l'argent ? Eh bien, la réponse est tout à fait étonnante. Quand tu demandes à ton banquier un crédit, imaginons que le banquier étudie ton dossier et te dit « Ok, c'est bon, le 10 août, vous serez crédité de 10 000 euros. » Ça peut être 1 million, 10 millions, le montant n'a aucune importance. Le truc que personne ne sait, c'est que à l'instant même où tu vois apparaître 10 000 euros prêtés par ton banquier sur ton compte, en réalité, le banquier vient de fabriquer cet argent pour toi. Ça s'appelle la création monétaire. Cet argent, c'est pas l'argent du banquier. Il n'y a pas un virement. C'est pas l'argent non plus des dépôts bancaires. C'est de la création à partir de rien. Le banquier privé d'ailleurs a le pouvoir de créer de l'argent pour te le prêter. Et le plus incroyable, c'est ce qui se passe quand tu rends cet argent. Tu rends la première échéance et les prochaines. Tu sais ce qu'il en fait, le banquier ? De l'argent que tu lui rembourses, il le détruit. C'est dingue, hein ? Il est obligé, puisqu'il a le pouvoir, ce banquier, de te fabriquer de la monnaie, de créer de la monnaie pour toi. Il est obligé de le détruire quand tu le rembourses. Sauf les intérêts. Les intérêts, il les garde. Et avec cet argent, il fait fonctionner sa banque, il paye un petit peu ses salariés et surtout ses actionnaires. C'est incroyable. Et ce que je te dis, c'est pas une opinion. Ça marche comme ça, le système bancaire, dites donc, je tombe vraiment de haut. Hein. Tout à fait, c'est l'argent dette. C'est ce qu'on appelle le système de l'argent dette. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que quand on dépose, par exemple, 1 million dans une banque, la banque, elle a le droit, en plus, d'appeler la banque centrale, et la banque centrale peut lui donner 10 à 15 fois le montant que le déposant a mis. Donc, en plus de créer de l'argent à partir de rien, ils arrivent à multiplier les fonds, toujours pareil, basés sur du vent, parce que derrière tout cet argent, il n'y a pas d'or, hein.
c'est du papier, c'est tout. Très bien, ben on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Et comme je suis en totale dilettante, l'été en pente douce, je n'ai pas eu le temps de le noter, donc je vais vous faire l'honneur de pouvoir le lancer. Alors, ce soir, nous traitons les Olympiades. Tiens, c'est dans l'air du temps. 2 points, un statut bafoué. Ah, alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre provocateur qui lance une polémique? On va voir tout ça avec Yota. Yota, si tu veux bien envoyer un petit peu le sujet et nous dire pourquoi est-ce que le statut des Olympiades a été bafoué, notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Voilà. Ok, bonjour les amis. Avant de rentrer dans notre thème, je voudrais juste dire à Bruno que ce 1,5 milliard pour nettoyer la Seine, c'est la compagnie Nestlé, moi j'ai entendu, qui a pris ce gros budget. Et donc, l'argent n'est pas parti comme ça, Bruno. Il est parti dans les poches de Nestlé. Étonnant. Et qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, ils ont dû nettoyer l'eau en surface en utilisant un système pour tout envoyer dans les fonds. Et quand la pluie a commencé à tomber, eh bien, elle a remué tout ce fond. Et donc, effectivement, opération nulle. Et on peut Ils aller. doivent être contents, les rats doivent être très contents. Les rats doivent être très contents. Mais en plus, on peut imaginer peut-être que ce 1,5 milliard, comme le disait le monsieur dans le reportage, peut-être que ce 1,5 milliard, il l'avait imprimé tout simplement. Et donc, de nouveau, opération nulle. Enfin, bref, oui, ces Olympiades. Alors, ces Olympiades ont été, selon moi, hein, bon, chacun a ses opinions, soit on a aimé beaucoup, soit on n'a pas aimé du tout. Moi, j'ai un côté pragmatique et donc je regarde un petit peu comment se passe la réunion des Olympiades. Et donc là, je suis obligée de constater que le point important, donc, dans l'organisation des Olympiades, il y a des chartes. Au départ, c'était que les Grecs qui pouvaient participer. Après, se sont ajoutés des sports et des pays. Mais la charte où il est expliqué que durant l'organisation des Olympiades, un cessez-le-feu doit être appliqué. C'est-à-dire que durant toutes les Olympiades, jusque dans l'ancien temps, je veux dire, pas dans les modernes évidemment, dans les modernes on ne le respecte pas, mais c'est quand même très grave. C'est-à-dire que le deuxième article donc de la charte des Olympiades a été bafoué dans la mesure où ici nous avons une délégation israélienne et une délégation palestinienne dans les Jeux olympiques. Alors que se passaient les Jeux à Paris, je suppose que Israël continue de bombarder Gaza. Et donc, là, on peut parler de très grands sacrilèges qui attaquent directement le sport, puisque, eh bien, ça n'a pas été respecté. Beaucoup de choses n'ont pas été respectées, beaucoup de choses ont été bafouées dans ces Olympiades. On nous a présenté Dionysos comme une mixture entre le dieu Dionysos du vin et le dieu Diogène des cyniques. Donc la présentation ressemblait beaucoup plus à la bande des cyniques qui, je vous le rappelle, était une école créée par Antisthène et qui était élève de Socrate. Donc ça se situe à la même époque que la démocratie dont nous parlons toujours, de notre vraie démocratie, et la fin de cette démocratie.
Et donc voilà, je trouve que c'est un sujet que je n'ai pas entendu dans aucune radio, dans aucun, bon évidemment je ne les ai pas toutes entendues, mais les gens ont été offusqués, vexés, choqués par certaines images des Jeux Olympiques, mais je pense qu'on a évité le plus important, c'est-à-dire que le fait d'arrêter les guerres, de cesser le feu durant la période des Jeux, était quand même très, très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, évidemment, puisque c'est un sujet un peu qu'on a choisi en dernière minute. Et donc, je suis quand même étonnée de n'entendre personne parler de cette particularité-là qui a été, mais très grossièrement bafouée durant ces Olympiades. Et donc, comment vont se passer ces Olympiades avec des Israéliens et des Palestiniens participant au sport? En tout cas, quel est le message qu'on veut nous faire passer suite à une situation pareille? Je pense donc que cela permettra à Israël de continuer à bombarder Gaza allègrement et tranquillement, ce qui, ce qui a empêché de donner une occasion de faire un cessez-le-feu et d'y réfléchir. Donc ce point important pour nous en ce moment et pour les messages que l'oligarchie veut nous faire passer et comment va se passer la suite, eh bien c'est plutôt mal parti, les amis. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est important, tout ce que tu as relevé est essentiel. Là, on se trouve dans un cas qui, à mon avis, est unique, c'est-à-dire où on a invité au sein des Jeux Olympiques deux nations belligérantes. Alors c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, mais à ce point-là, je dirais, avec un tel niveau d'intensité de guerre et dans des régions qui sont tellement proches de notre Occident collectif, comme on l'appelle maintenant, que ça pose question et que ça fait scandale, quoi, forcément. Hein. Alors Pierre de Coubertin avait dit que dans les années 20, il avait dit, je crois, 1920, il avait dit que tous les pays avaient le droit de participer aux Jeux Olympiques. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'exclusive, que ce soit des anciennes colonies ou des colonies, que ce soit, hein, pourvu que ce soit des pays, ils avaient le droit de participer. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, si je puis dire, c'est que on allait accueillir des pays qui sont belligérants entre eux. Alors, on a bien vu dans cette nouvelle Olympiade, dans cette dernière Olympiade à laquelle nous participons encore et qui n'est pas clôturée loin s'en faut, on a bien vu que je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, on voit bien que maintenant, ce qui est important, c'est que ces personnes puissent continuer d'être présentes sans qu'il y ait de scandale. Alors c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'on a écarté du jeu un certain nombre de pays en leur disant vous pouvez pas venir, ou alors vous pouvez venir mais avec un drapeau qui n'est pas le vôtre. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais tout le monde comprendra à qui je fais allusion. Donc à partir du moment où on change les règles du jeu au fur et à mesure que le jeu avance, il est évident que le jeu perd de son intérêt et que les gens sont un peu dégoûtés de constater que ces règles changent au fur et à mesure que les jeux avancent. C'est évidemment, personne n'est d'accord pour dire on va faire le 400 mètres haies, mais par contre telle équipe et telle équipe ne fera que 300 mètres haies et sera déclarée vainqueur si jamais elle est première aux 300 mètres. Ben voilà, donc il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de deux poids deux mesures. Il y a ce qu'on appelle en anglais le double standard, c'est-à-dire une règle pour toi et une règle pour l'autre, qui fait pourtant la même chose, mais qui ne jouait pas avec les mêmes règles et avec les mêmes contraintes en particulier. Donc voilà ce que ces Jeux Olympiques sont en train de nous montrer, même si par ailleurs on a vu des belles choses. On a vu dans le cadre du sport, qui est un des derniers endroits où les règles sont à peu près respectées, parce que ça se passe sous les yeux de tout le monde, et on est tous témoins de ce qui se passe. On a maintenant des solutions vidéo pour revenir en arrière sur des actions litigieuses et décider à la place de l'arbitre qui n'est qu'un homme si oui ou non il fallait compter une faute. Ça, c'est plutôt bien et ça marche bien du côté du sport. Je dirais que c'est inversement proportionnel entre le sérieux dans lequel le sport est en train de basculer, je dirais même
je dirais même plus que le sérieux, le professionnalisme exacerbé, où maintenant on s'aperçoit qu'un hors-jeu se joue au football par exemple à la demi-chaussure, quoi. Hein. Alors qu'autrefois, il y a des entraîneurs qui ne savaient pas exactement où se situait le hors-jeu, si c'était le haut du corps, le bas du corps, etc. Il a fallu leur expliquer que c'était n'importe quelle partie du corps qui pouvait être hors-jeu en football. Et ça, il a fallu du Là, on s'éloigne un peu du sujet, Philippe, dans la mesure temps. où J'allais y revenir. tu nous décris un sport. Ici, les règles, comme tu dis, chacun applique ses règles à lui. Justement, les règles des Olympiades devaient se pratiquer le sport et la gymnastique et tout ça. Ça devait se pratiquer dans un esprit pacifique. Il était très, très important de se retrouver entre pays dans une position pacifique. Et donc, c'est là où le bas blesse. Évidemment, les organisations de sport se sont améliorées, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, quant aux règles à suivre pour une telle organisation, eh bien là, là, c'est le chaos. Non, non, mais on est complètement d'accord. Il y a pas de différence entre ce que tu dis et ce que je dis. Simplement, je parle de la partie sportive. Comment les sportifs vivent le sport, comment ils le pratiquent et comment ça se passe. Et les réponses sont bien partout. C'est-à-dire que les sportifs ont le sentiment que les règles sont respectées, etc. Alors que du côté de l'organisation, là, l'autre face de la médaille, si je puis dire, de la médaille olympique en l'occurrence, eh bien, c'est de dire que cette organisation, elle tient compte, elle est dans l'exclusive, elle est dans l'exclusion. Et il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas invités à participer, alors que pourtant c'est dans la règle de base de l'olympisme. Voilà ce qui est en cause. C'est ça que Oui, je veux. donc il y a eu un choix très clair de la part de certains pays d'exclure la Russie d'une certaine manière. Euh, Évidemment, moi j'aurais dit dans un cas où on respecte les règles des Olympiades, la Russie étant en guerre avec l'Ukraine ne devrait pas participer non plus, de toute façon. Et donc tous les pays qui sont en guerre devraient être exclus de ces jeux ou de faire un cessez-le-feu, en tout cas pendant la période des jeux. Et donc Ça, ça c'est la, évidemment, c'est... Pardon, Philippe. oui, c'est la notion que tu évoques, c'est celle de la trêve olympique, qui effectivement permettait entre pays ou nations belligérantes de faire la paix le temps de faire les sports, de faire les jeux. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Ça n'est plus envisagé. Euh, C'est-à-dire que l'organisation de Paris et l'organisation en général de tous les Jeux olympiques, même ceux qui se sont passés à Athènes en 2004, euh, et ces dernières Olympiades, ils bafouent la règle de la trêve. Ils la bafouent volontairement et on se demande à quoi ils pensent en enlevant une règle si importante dans une telle organisation. Et Oui, donc, il faut réfléchir à ce qui se passe derrière tout oui, et ça. puis ça, il y a aussi le sport professionnel maintenant qui est devenu, donc l'argent compte maintenant énormément. Il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc ils ont énormément de mal à former des sportifs capables d'avoir une médaille. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, par contre, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a une question financière aussi qui s'est glissée là-dedans, même si, soi-disant, ça devrait être que des amateurs, mais c'est plus le cas. Par exemple, quand on voit le tennis, il y a des professionnels qui participent aux Jeux. Mais la Palestine a envoyé quand même une petite délégation de 8 sportifs, malgré tout, malgré qu'elle est en guerre. Et donc, à quoi devons-nous réfléchir? Quelle peut être la position, puisque l'événement le plus marquant de nos jours et de ces derniers jours, c'est cette guerre qui se passe, enfin, qui n'est pas une guerre, hein, c'est cette confrontation qui se passe entre Israël et Gaza, et que tous les deux se retrouvent en compétition ou en gymnastique dans les sports des Olympiades, politiquement, qu'est-ce que ça peut donner après?
toute cette organisation. Une chose à laquelle très peu de journalistes ont pensé, et pourtant c'est une règle très importante des Olympiades. Bon, évidemment, il n'y a pas eu que ça, hein. Dans les Olympiades, il y a eu aussi le sacrilège de Dionysos qu'on a confondu avec la scène de Jésus. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une désacralisation, que ce soit de l'ancienne Grèce ou de la religion actuelle d'aujourd'hui. Donc, ces jeux politiques nous donnent une idée que la politique qui va suivre après ces jeux, eh bien, nous allons subir un changement, nous allons subir un grand changement où la liberté de faire la guerre en temps de paix sera permise, où je veux dire, il y a matière à réflexion de comment vont réagir tous ces gouvernements par rapport à des situations extrêmes que, en principe, tout le monde nous annonce, hein, que nous allons vivre une inflation très très haute, enfin que ça va être des temps très durs. Et donc voilà, c'est matière à réflexion, tout ça. Oui, exactement. Ça nous offre un sujet de réflexion, tout à fait. Alors que les Jeux Olympiques ont été créés en 776, enfin en tout cas selon la vision que nous en avons nous en Occident, 776 avant Jésus-Christ. On n'a pas la date exacte de la date du dernier olympisme, mais c'était dans les années 300 quelque chose après Jésus-Christ. Donc ça a été un exemple de pérennité, de principe, de pérennité d'une forme de morale, d'une pérennité de la conception de l'être humain. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au premier coup de canon, on est en train de renverser toute cette tradition olympique au profit, ma foi, de quelque chose d'assez ludique, où on voit des gens qui font des exploits physiques. La question n'est pas là, bien au contraire, ce sont des vrais champions, mais ils ne représentent plus les valeurs que tu évoquais tout à l'heure, qui étaient le partage et la complémentarité. Ils sont effectivement les deux mots importants dans la gestion du sport olympique. C'est le partage et la complémentarité, et c'est surtout le dépassement de soi avant d'être le dépassement de l'autre. Qui sont pas des valeurs de l'Antiquité, qui sont devenues des valeurs actuelles, qui sont des valeurs de compétition, qui sont des valeurs d'affrontement, et qui sont effectivement des valeurs de dualité, tout simplement. On est dans la dualité permanente, c'est-à-dire si je suis pas toi, l'autre c'est l'enfer, et il s'agit de le détruire, hein, dans le cadre d'une compétition, hein, de le détruire symboliquement évidemment, mais de le détruire tout de même. Et ça, ce sont des choses qui n'existaient pas dans les anciennes Olympiades, sauf si je... En tout cas, ce qui existait, Philippe, imaginez-vous à l'époque, les armées romaines, pendant les Olympiades, faisaient la trêve. Donc, on parle de grands empires qui ont existé durant l'organisation des Olympiades et qui faisaient la trêve. C'est peut-être d'ailleurs une raison pour laquelle les Romains, en 330 et quelques, ont voulu les arrêter à un moment donné, parce qu'il y avait obligation tous les 4 ans de faire cette trêve. Si je puis me permettre, Yota, j'ai quand même un petit peu de difficulté à t'entendre dire que ça va devenir dur, car c'est déjà quand même pas mal dur. Oui, c'est vrai, c'est pas mal dur, mais je crois qu'on n'est qu'au début, Sylvain. En France, vous pouvez constater, vous allez le constater en France, en tout cas nous, après les Jeux Olympiques de 2004, eh bien, 4 ans après, nous sommes rentrés au Fonds monétaire international. Les Jeux, au lieu de coûter 1,5 million, ils ont coûté presque 4 milliards. Quand on voit les infrastructures aujourd'hui, il reste plus rien, c'est un village fantôme. Donc, je veux dire, les conséquences, c'est plutôt à ça qu'on devrait réfléchir, les conséquences politiques d'un tel événement et qui se passe sans les règles véritables de cette organisation. Et c'est un peu normal, Iota, parce que on assiste, et on a toujours assisté, hein, à de la propagande au moment des Jeux Olympiques. Ça a commencé déjà à l'époque d'Hitler avec les Jeux à Berlin, où il faisait à fond la propagande avec Goebbels. Mais là, on a assisté à de la propagande wokiste.
Et qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est la négation de tout ce qui était dans l'histoire. C'est éviter que les gens connaissent l'histoire pour éviter qu'ils se rendent compte qu'on les berne en permanence. Et donc, ce qu'on a vu là dans la cérémonie d'ouverture, c'est tout simplement de la propagande wokiste qui n'avait rien à voir du tout avec le sport. Mais Et c'est attention, curieux de t'entendre dire ce mot, wokiste, parce que j'ai entendu également de la part d'un journaliste, un vrai, qui s'appelle Verdi. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur YouTube. Et ce monsieur explique exactement ce terme et l'utilise justement par rapport, eh bien, à cette cérémonie des Jeux Olympiques. Oui, c'est alors, l'idéologie de la déconstruction et de tout faire pour que les gens ne sachent pas ce qui se passait avant. Alors c'est contradictoire parce que les Jeux Olympiques, on dit toujours que les Jeux Olympiques actuels sont la continuation des Jeux Olympiques de l'époque grecque, mais en réalité, on fait tout pour c'est-à-dire l'oligarchie et les personnes qui cherchent à nous contrôler, ils font absolument tout pour que les gens oublient ce qui s'est passé réellement il y a 2500 ans. oui, mais c'est surtout le message, excuse-moi Philippe, c'est surtout le message que l'oligarchie veut faire passer à travers cet événement. C'est-à-dire que comme on va vers une déshumanisation et une introduction du robotisme dans notre vie, le transsexualisme est une manipulation de l'oligarchie aussi, puisque une personne transgenre qui est transgenre, elle aura beaucoup plus de facilité à se diriger vers une robotisation qu'une personne qui est tout à fait humaine et qui accepte la nature de ce que la nature lui a donné. Donc c'est une manipulation politique, hein, tout ce wokisme poussé à l'extrême. Ils l'utilisent comme ils ont utilisé le féminisme, ils l'utilisent, c'est une arme pour eux, et c'est pour ça qu'on dit que à partir des Jeux Olympiques et après, de 2024, eh bien, le monde va changer. Ça va permettre au monde de changer. Donc, c'est une introduction à la déshumanisation directement, toute cette histoire-là. Il ne faut pas la prendre au premier degré, il faut voir vraiment quel est l'objectif de l'oligarchie derrière tout ce mouvement, parce que tout ce mouvement ne s'est pas fait tout seul, hein. Il est poussé et organisé par des personnes qui savent très très bien ce qu'elles font. Donc, c'est surtout ça le message. Après, politiquement, les LGTB pourront compter tout à fait politiquement et avoir une voix et devenir majoritaires. Et à partir de ce moment-là, ben, ils n'ont plus qu'à installer les robots partout tranquillement et c'est bon. On est bon. À propos de LGBT, vous savez, alors là, je vais quand même faire un petit peu hors sujet, mais ce qu'a fait Monsieur Mélenchon dernièrement, celui-ci s'est aventuré en Afrique pour expliquer aux maires de certains villages qu'il fallait accepter le mariage gay en Afrique. Mélenchon. Voilà. Voilà. Et oui, mais on est en plein wokisme, effectivement, et donc on nous demande d'accepter un tas de choses qui nous sont présentées lors de ces Jeux Olympiques, qui sont vues comme une sympathique et joyeuse kermesse, à l'intérieur de laquelle on fait passer non pas des messages politiques, mais on fait passer des obéissances, des niveaux d'obéissance. Quel est le niveau d'obéissance de nos Français ou de nos Occidentaux, picousés à la télévision et au sport à la télévision, pour justement accepter des images qu'on a vues avec le Christ, avec la foi chrétienne, etc., qui ont forcément choqué plus qu'une majorité de personnes qui regardaient la télévision, et d'autres nous expliquent que si on réagit mal, bah, c'est qu'on n'est pas compatible avec le progrès, tout simplement. Hein. Sous-entendu, vous êtes des ringards, et les gens comme vous sont condamnés à disparaître. Et c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'on nous envoie des exagérations, on nous envoie en permanence des images insoutenables, on nous envoie des idées qui sont des idées incompréhensibles, et surtout, pour qui on douterait, on met en guise de garde-fou les politiciens, alors en tête desquels la ministre des Sports, hein, qui est une dame charmante,
et qui est à tous les interviews et qui en rajoute une couche à tous les interviews sur sur ce qui s'est passé, sur la pollution de la Seine, mais aussi sur l'introduction le jour de la présentation des JO qui a fait tellement polémique. Et là, ma foi, elle dit, ben, ça sera aux gens de s'y habituer. Vous allez voir, dans 10 ans, on n'y pensera même plus. Sous-entendu, dans 10 ans, nous serons tous convaincus, amenés à ce type de philosophie de vie. Et inversement, comme le propose d'ailleurs Monsieur Jacques Attali, dont j'ai vu une interview de lui, qui disait, ben, soit les gens vont accepter ça, et à ce moment-là, tout va bien se passer, ça sera plus qu'un mauvais souvenir, ça sera plus qu'une péripétie, ces gens pas d'accord sur certaines choses de l'ouverture des Jeux Olympiques. À l'inverse, si jamais le peuple réagit, etc., qu'il n'est pas d'accord, eh ben, à ce moment-là, ça va mettre un coup d'arrêt au système. Donc, en fait, il nous explique le programme, Monsieur Attali. C'est soit on réagit tout de suite et on se donne une chance, nous, en tant que peuple, pour rester dans des clous, ce qu'on appelle des clous civilisationnels, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les appeler, ou bien on abandonne tout et on le laisse, lui et tous ceux qui l'accompagnent et pour lesquels il sert de cornac, on les laisse les uns et les autres nous expliquer ce que nous allons devenir demain et qui n'a rien à voir avec nos souhaits. Personne n'a jamais demandé ça, ce sont eux qui nous l'imposent et qui vérifient qu'on ne s'y oppose pas. Voilà. Donc si on est dans cette logique-là, le tout encore une fois dans une joyeuse kermesse, sympathique, entouré par des sportifs merveilleux, qui servent à quoi? À faire passer la pilule. Voilà comment je vois les choses. Il y en a un qui va justement faire passer la pilule, excusez-moi l'expression, hein. C'est Jean-Pierre qui va intervenir immédiatement dans l'émission. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, j'ai noté plein de choses et je me suis posé plein de questions, mais il y a un truc qui m'a amusé, c'est le point commun et les différences que j'ai trouvées entre les Olympiades actuelles, la Seine et les banques. Alors, les Olympiades actuelles, c'est que de la surface. Elles sont polluées, donc il n'y a que de la surface. Les banques, elles sont polluées, donc elles prêtent sans fond. Et la Seine, eh ben, la pollution du fond remonte à la surface. J'ai parlé au nom de tous les miens. C'était juste pour l'humour. Et les rats et les navires. Les rats qui navirent. Alors là, on est très en forme. On est dans une forme olympique, mes amis. Oui, Absolument, absolument. Nous avons encore, alors, on a encore une bonne dizaine de minutes devant nous, si vous voulez bien. Oui, alors on peut un petit peu parler de cette scène avec Dionysos là, qui a voulu, qui soi-disant fait passer le message de la France d'aujourd'hui. Dionysos, bon déjà moi, ce qui m'étonne, c'est que tous ces gens-là manquent un peu d'imagination. On en revient toujours à l'ancienne Grèce. On présente des technologies modernes. D'ailleurs, même des Belges ont participé à l'éclairage de la Tour Eiffel et tout ça. Mais on nous présente des technologies comme ça et on en revient toujours à des personnages de l'Antiquité. Et paradoxalement, ici, beaucoup ont été choqués par soi-disant la présentation de la scène avec Jésus et ils ont crié «Oh, sacrilège!» et moi j'ai fait la même chose avec Dionysos. J'ai pas vu Jésus derrière cette scène, mais j'ai vu Dionysos et je me suis dit la même chose. Oh, sacrilège! Il nous présente Dionysos comme les cyniques à Athènes. Les cyniques, je dois vous dire que c'était un mouvement très en vogue durant la période de la démocratie. Et les cyniques, en fait, étaient contre la démocratie, contre l'oligarchie, contre le fait d'être gouverné par quelqu'un. Ils n'étaient pas anarchistes parce que ne pouvaient pas quitter cette société. Et il fallait qu'ils restent au milieu de la société et qu'ils courent expliquer à tous les autres qu'ils considéraient comme corrompu par le matérialisme et donc il devait revenir à des idées beaucoup plus saines, à une neutralité, à ne pas utiliser tout le matériel. Diogène le cynique, d'ailleurs, il était d'une famille très riche, hein. Son père était banquier
là où il était né dans le nord-ouest de la Turquie d'aujourd'hui. Et il a laissé toute la fortune, il coupait même de la monnaie hein, à Sinope, là où il est né. Il coupait de la monnaie. Et donc, il a tout abandonné pour vivre dans un tonneau toute sa vie entre Corinthe et Athènes. Et a expliqué aux gens qu'il fallait se détacher totalement du matériel. Je pense que c'est un peu ça qu'ils ont voulu présenter, parce que le personnage de Dionysos n'avait rien à voir avec le personnage qu'ils ont présenté aux Jeux Olympiques. Donc voilà, certains ont crié au scandale pour Jésus, moi j'ai crié au scandale pour Dionysos, qui est le dieu du vin, du théâtre, de la créativité, de la musique. Bon, il était considéré comme un homme-dieu. Il n'est pas donc dans le temple des dieux d'Olympe, mais il était quand même considéré comme un dieu très très important. Et c'est grâce à lui qu'on faisait la fête, qu'on buvait du vin, qu'on faisait du théâtre, et il était très, très important. Donc, je trouve qu'il a été largement bafoué dans ces Ça jeux. démontre, Yota, que contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire oublier, on reste quand même attaché à nos racines grecques. Même s'il y a des erreurs qui sont commises, parce que les gens qui commettent ces erreurs ne connaissent pas la vraie histoire. Oui, Bruno, on en revient toujours au berceau de l'histoire, hein. On puise des personnages là-dedans et eh bien, c'est aussi une désacralisation. Je trouve que ils se sont posés avec beaucoup d'irrespect vis-à-vis de toute cette tradition. Donc, on parle des Jeux Olympiques de Dionysos. On est tout le temps dans le thème de la Grèce, mais là, on dépasse la satire, quoi. Ce qui me, C'est pour voilà. et Bacchus, c'est pour le vin, on est bien d'accord. Oui, c'est le même, c'est Bacchus. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le même en latin. D'accord, très bien. Oui, Philippe, tu veux. Oui, mais j'ai perdu le fil. Effectivement, Diogène, je voulais m'assurer que Diogène et Dionysos, c'était le blanc bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose Non, aussi? non, c'est pas la même chose, hein. Dionysos, c'est le dieu du vin, et Diogène, c'était un personnage comme toi et moi, qui était un personnage important dans le mouvement des cyniques, D'accord. qui était créé par Antisthène à l'époque. Donc, on a deux personnages confondus dans cette présentation aux Olympiades. Moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Comment Oui, expliquer? bah, ça heurte un petit peu nos habitudes, ça heurte la manière dont on a été élevé, etc. Donc, ça nous fait sortir de nos cadres. C'est pas forcément négatif de temps en temps de se faire sortir des cadres. D'ailleurs, il y a peut-être du bon à prendre dans tout ce qui nous est proposé. Si, n'ayez crainte. Le problème, c'est que voilà, ça s'est fait brutalement, c'est fait d'un coup sec, et on est ringardisé en l'espace d'une Olympiade. Quand je dis on est ringardisé, c'est toutes les personnes qui n'ont pas adhéré à 100% et qui n'ont pas pris leur plaisir à regarder tout de cette ouverture des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on nous dit, c'est que vous n'avancez pas, c'est que vous êtes contre le progrès. Et Oui, très clairement, le progrès, elle nous est présenté désormais comme un adversaire à affronter à bras le corps, qui sera dit douloureux, difficile à supporter, et le progrès, ça va être dur, quoi. C'est un petit peu ça l'image générale. Et on est également dans la refabrication des totems, c'est-à-dire ce qui étaient des dieux autrefois, notamment les dieux de l'Olympe, bien vont être remplacés par d'autres formes de dieux en ce qui concerne les Jeux Olympiques modernes, qui n'existeront plus sous cette forme-là et sous ce nom-là dans quelques prochaines années, car les meilleures choses ont une fin. Ces jeux modernes, ils ont débuté en 1896, nous sommes en 2024. Bon, ça fait plus de 100 ans.
peut-être qu'ils n'ont pas vocation à durer plus de 130, 140 ans, voilà, sans que de nouveaux paradigmes politiques ne viennent prendre la relève. Alors ces nouveaux paradigmes politiques sont-ils favorables? Pour l'instant, on n'en voit pas trop le début de ce côté favorable des paradigmes. On nous promet d'être des robots, des transhumanistes, des transhumains. Alors, on nous promet toutes choses qui, pour nous, représentent plus des dangers que des opportunités. Alors, on nous dit souvent qu'en chinois, en japonais, ou je ne sais plus en quelle langue orientale, eh bien, les dangers veut dire aussi opportunité. C'est quelque chose qu'on se fait opposer souvent, mais bon, dans les faits, ces opportunités ne sont pas valables pour l'ensemble de la population. Or, ce qui nous intéresse dans la logique politique qui consiste à gérer la ville et la cité, c'est le bien-être de l'ensemble de la population. Le reste n'est que de l'histoire racontée par les vainqueurs pour les vainqueurs. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Oui, en plus de ça, quand tu parles de progrès, ou quand les gens parlent de progressisme, c'est l'inverse. Parce que en fait, c'est une régression. Le vrai progrès, c'est justement que l'humanité se libère. Et là, on a des systèmes qui parlent de progressisme, alors qu'en fait, c'est une voie vers l'esclavagisme de la population. Donc, c'est du faux progrès. Le vrai progrès, c'est que l'humain puisse se développer. Et tu parlais des robots, Philippe. Les robots, normalement, ce sont des outils, tout simplement. Comme un marteau, comme une perceuse. Bon, le robot, il doit être un outil qui sert l'homme. Et ça ne doit pas être quelque chose qui va remplacer l'homme. Ouais, 2024 aura vu la fin des Jeux Olympiques, mais aura connu l'avènement de la mise en scène olympique. Est-ce que Jean-Pierre aurait quelques mots pour embellir la fin de cette émission? Je me suis bien amusé, merci. Non, non, justement, j'ai l'esprit complètement vide. Alors peut-être que je suis en bout de scène, hein, moi. Alors c'est peut-être difficile encore plus pour ceux qui sont en bout. J'en sais rien. Mais en tous les cas, si quelqu'un veut bien prendre le relais, le flambeau, la flamme de la fin de l'émission. La flamme olympique. Pourquoi pas? Bah écoute, c'est peut-être la marque que nous avons épuisé tous les sujets et nous avons répondu par anticipation à toutes les questions que d'autres que toi et toi peuvent se poser. Donc on rappelle qu'ici dans ce forum, la parole est donnée à chacun et que toute personne qui présente un thème sur lequel elle veut parler est bienvenue sur cette émission, sur ces émissions qui ont lieu les lundis, mercredis, vendredis soirs. Et le lundi soir, nous rappelons également que nous convions l'ensemble des adhérents sur une salle dont ils connaissent le numéro, une salle Zoom, où ils peuvent où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils le souhaitent et auxquelles nous répondrons, dès que c'est possible, évidemment. Voilà, je crois qu'il est important de ça. Pardon ? On peut montrer le livre aussi? Oui. La démocratie assassinée des Fialtis, ce qui nous inspire justement par rapport à la démocratie dont on parle au Conseil national de transition français, canal historique. Voilà. On parle pas beaucoup des Yota, quand est-ce que tu publieras Yota, je voudrais voir publier avant la fin de ma vie La résurrection de la démocratie. S'il te plaît, Yota. S'il vous plaît à tous. Bon, allez, je pose le bâton de parole pour la fin. Même si l'oligarchie, évidemment, les politiciens nous trouvent la vie, il y a quand même un moyen, et non virtuel, s'il vous plaît, de pouvoir garder le sourire. Bah oui, tout simplement, en imaginant, en pensant la transition à venir avec le Conseil national de transition français, canal historique. Et nous œuvrons pour ça. Merci Philippe, merci Yota de nous inspirer tout cela d'ailleurs également. Merci Jean-Pierre, et pour ta sagesse, notamment mon ami, merci à vous, excellente soirée, prochaine émission, prochain rendez-vous, mercredi aux alentours de 20h.